C'est trop un coin. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prud'homme et cette semaine je rencontre Emma Bouhouden qui a lancé il y a un an à Shanghai le studio de maquillage semi-permanent Esthète Paris. Emma a un parcours assez incroyable et atypique en tout cas, puisqu'il y a encore quelques années, elle était au milieu des départements marketing dans des grands bureaux parisiens, qu'elle a décidé de tout laisser derrière elle pour finalement devenir professeure de plongée, en commençant par l'Afrique pour finir en Asie. Quelques années plus tard, elle a décidé de se lancer dans le cosmétique en Thaïlande. De là, elle a développé une activité d'abord en Thaïlande et puis ensuite à Paris. Et pour plein de raisons, elle est arrivée à Shanghai il y a maintenant un an où elle a décidé de lancer son studio Esthète Paris. Elle nous raconte son quotidien, les difficultés de l'entrepreneuriat mais aussi de l'entrepreneuriat en Chine quand on ne connaît pas la Chine, quand on ne connaît pas le chinois et comment elle a réussi à trouver du support, de l'aide, réussi à se développer au jour le jour. Emma nous partage surtout sa vision des choses, la manière dont elle trouve son énergie pour réussir à aller un peu plus loin chaque jour et continuer à développer son activité. Si vous aimez cette interview, je vous invite à le dire, à me laisser des likes et des commentaires sur iTunes, sur SoundCloud ou sur les plateformes que vous utilisez. Et dans tous les cas, on se retrouve à la fin. Bonne écoute. Bonjour Emma. Bonjour. Alors on est dans ton studio aujourd'hui. Oui, bienvenue. Voilà. Donc on est dans une petite lane, une maison un peu classique de Shanghai avec les petits jardins, les grands arbres et ces vitres à carreaux. C'est super sympa, très calme. Moi l'idée d'aujourd'hui c'était vraiment de rencontrer. Alors on se connaît un petit peu, on s'est croisés ces derniers mois, on va dire, autour de l'entrepreneuriat justement. Et c'est vrai que tu avais un profil qui m'intéressait. On avait déjà passé pas mal de temps à parler de toi, de ton activité, de comment tu étais arrivé en Chine. Et en fait, je me suis dit que ça pouvait vraiment être super intéressant de partager ça avec l'audience du podcast Backstage. Donc, en quelques mots, tu es arrivé en Chine maintenant il y a à peu près un an, c'est ça? Raconte-nous un petit peu ton arrivée à Shanghai. Donc, je suis arrivée il y a à peu près un an, donc à Shanghai, en Chine pour la première fois. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, c'était une grande découverte. J'étais venue quand même un petit peu avant, juste pour une semaine ou deux pour voir si ça me plaisait. Ah, d'accord, ok. J'ai fait, c'est cool, Shanghai, ça a l'air assez joli, c'est beau, il fait chaud, c'était au mois d'août. Et il y avait ce côté aussi un peu comme s'il y avait deux mondes en fait, un côté très urbanisé, très moderne. Et à côté de ça, je voyais quand même des petits vendeurs de rue, des Chinois sur leur petite mobilette avec plein de trucs empilés dessus. Je me dis, c'est un peu, ça a l'air intéressant. Et donc du coup, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Et puis aussi, nous, enfin, le monde de France, on a quand même toujours, la Chine est quand même très présente avec tous les produits qu'on vend. Bien sûr, ouais. Donc c'est quand même un pays qui m'a toujours fascinée, mais j'ai jamais eu l'occasion vraiment de venir. Et j'avais une expérience en Asie, j'adore l'Asie, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'Asie. Et je me suis dit, la Chine, pourquoi pas. Parce que c'est ça, avant d'arriver à Shanghai, tu as vécu combien de temps en Thaïlande, c'est ça? Oui, alors j'ai eu la chance en fait de pouvoir de voyager un peu partout en fait en Asie. Génial. Parce que j'étais instructrice de plongée avec PADI et ça m'a permis en fait de voyager pas mal et de découvrir pas mal de pays en Asie. Et ensuite j'ai été donc amenée à travailler en Thaïlande. Et à partir de là, en tant que dive instructeur justement, et puis après, ça m'a plu. J'ai dit, c'est génial, la Thaïlande, c'est cool, ça correspondait bien à mon style de vie et à mon cycle de vie à cette époque-là. Et je me suis dit, autant rester là. Donc du coup, après, j'ai arrêté la carrière de plongeuse et j'ai lancé mon business dans les cosmétiques. Okay. Donc j'ai commencé à Bangkok dans les cosmétiques bio, auprès d'une clientèle assez, on va dire, un peu haut de gamme. Et là, pareil, j'ai tout commencé et je suis restée là-bas 2 ans. D'accord. Et 2 ans plus tard, donc, tu arrives à Shanghai, d'accord. Donc, comme tu me disais rapidement, tu as suivi ton copain de l'époque et puis les choses ont évolué et tu t'es retrouvée, donc, du coup, à Shanghai. Oui, alors il y a juste une petite période avant. Il y a entre Bangkok et Shanghai, j'ai fait en fait je suis retournée en France, à Paris, pour ouvrir en fait le salon de beauté avec ma sœur. Et en fait, c'est le même concept qu'Esthète Paris. C'est le même concept de beauté. Et du coup, et c'est aussi ça qui m'a fait réaliser que j'aime beaucoup Paris, j'adore la France, c'est raffiné, c'est magnifique. Mais après avoir goûté à l'Asie, à la vitesse à laquelle on peut faire les choses,
je me suis dit, il faut que je reparte. Ouais. Et donc c'est là après que je suis repartie donc, en Thaïlande, c'était pas 2 ans en complet, continu. ouais. Et après donc Thaïlande, j'ai fait donc Shanghai. Mais je savais que de toute façon j'allais. D'accord. L'Asie c'était pour moi quoi. Alors ce que je savais pas en fait, c'est que donc le concept du studio de Esthète Paris aujourd'hui, en fait c'était quelque chose sur lequel tu avais déjà travaillé avant en France avec ta sœur. Oui. Quelque chose de semblable, c'est ça hein? Oui, parce qu'en fait c'est pas un métier que tu peux apprendre en 2 secondes. Il faut avoir une certification. Faut beaucoup pratiquer. Donc, j'ai travaillé intensément dans ce domaine-là déjà avant, c'est pas quelque chose de nouveau. Et en fait, après, il y a l'œil qui se fait, il y a tout. Et du coup, c'est un projet que moi, j'avais en tête quand même depuis plusieurs années. D'accord. J'y pensais. J'ai travaillé un petit peu dessus, j'avais fait mon branding, je voulais... ça m'a jamais quitté en fait la beauté. Même quand je voyageais en tant qu'instructrice de plongée, ça me permet d'étudier en fait toutes les femmes, la beauté dans chacun des continents et aussi d'apprendre comment chacune des femmes, les petites astuces de grand-mère qu'elles se partageaient, comment est la beauté, enfin tous les critères. Et c'est ça aussi qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir travailler sur tous les types de peau. Je fais aussi bien des clientes chinoises que des clientes françaises que des clientes américaines, avec des critères de beauté qui sont très différents. Et c'est ça que j'aime bien aussi aujourd'hui. Donc, alors quand tu t'es lancée à Shanghai, donc tout de suite, en fait, tu t'es dit, bon bah tiens, il faut que je fasse quelque chose à Shanghai, d'accord? Parce que l'option de repartir de Shanghai n'était pas forcément, enfin, tu avais envie de tester peut-être le marché. Tu t'es dit que tu voulais rester à Shanghai et tout de suite, tu t'es dit, bah tiens, on va essayer de prendre ce projet qu'on avait lancé à Paris et de le mettre en place ici. C'est ça. Ouais, c'est venu assez rapidement. Oui, enfin rapidement, oui, parce qu'en fait, donc j'ai toujours fait ça, en fait, donc déjà à Paris. Ensuite, après, en Thaïlande, je le faisais en freelance. Ok. En plus de mon boulot. Et du coup, pareil, j'ai gagné en expérience, j'ai des clientes aussi internationales, parce que Bangkok, il y a comme beaucoup d'expats, ouais. mais asiatiques, donc japonais, coréens, chinois aussi, thaïlandaises, philippines, avec chacune des goûts différents. Donc j'ai toujours fait ça. Et ensuite, donc quand je savais que j'allais aller à Shanghai, j'ai commencé à regarder un peu le marché. J'ai envoyé quelques CV et je me suis dit non mais c'est mort, je parle pas chinois, je connais pas Shanghai, mais qui va m'embaucher quoi. Et je me suis dit, j'ai fait deux, trois interviews comme ça et puis je me suis dit. Pour quel type de poste? Alors forcément parler des boîtes. Dans le vin. Plutôt commercial. J'avais tapé dans les grosses boîtes, je me suis dit ouais, allez hop, on va s'amuser un peu. J'adore les grands groupes de D'accord. aussi. Et après je me suis dit allez, je prends un boulot alimentaire quoi. Donc serveuse, assistante médicale, des trucs comme ça. Et puis après je me suis dit ben non, je l'ai fait une fois dans ma vie faire un boulot alimentaire et je n'aimais pas. Je me suis dit trop malheureuse. J'ai dit non, je vais pas refaire ça à Shanghai, je vais mourir. Donc autant faire son propre truc. Donc quand je savais que j'allais aller à Shanghai, j'ai commencé à regarder un peu le marché. J'ai envoyé quelques CV et je me suis dit non mais c'est mort, je parle pas chinois, je connais pas Shanghai, mais qui va m'embaucher quoi. Et je me suis dit, j'ai fait deux, trois interviews comme ça et puis je me suis dit. Pour quel type de poste? Je me suis pris une grosse claque parce que je venais de la Thaïlande et je me suis dit ouais la Chine c'est facile quoi. Ouais. Et je me suis dit ouais le choc culturel était ouf. J'ai voulu abandonner plein de fois parce que j'arrivais pas, ça me rendait dingue parce que tout mon métier, moi toute ma communication elle est basée sur le marketing social. Bien sûr. J'ai besoin de Facebook, j'ai besoin d'Instagram, mon inspiration aussi elle vient de là et tu n'avais pas accès à tout ça. J'avais pas accès à tout ça, je me suis dit mais comment je vais faire? Et après ça a pris du temps. Après en plus j'ai contacté donc sur internet les petites recherches, j'ai fait comment monter sa boîte, Hong Kong, enfin bref j'ai tout comparé, tout lu. Enfin après je sais pas. Mais comment t'as fait pour du coup tu connaissais personne ici? Non, non, je sais pas comment j'ai fait. T'as rencontré du monde au fur et à mesure, petit à petit Non, parce que je sortais pas, je faisais que de bosser. Je restais à la maison, j'étais sur internet. Les gens que je rencontrais, c'est par rapport au boulot. Donc, quand j'avais besoin, par exemple, je sais pas, de monter ma boîte, j'allais voir des agents, je faisais des. Et ça a commencé comme ça. Après. Comment t'as eu ta première cliente? Instagram et Facebook. Ah, génial. Donc, les trucs que je connaissais déjà. WeChat, j'avais zéro client. Au début, zéro contact. Et après, après, c'était le bouche à oreille. J'ai posté encore sur Facebook, Instagram. Et puis, c'est ça qui m'a amené mes premières clientes. Et aussi, je savais que je voulais pas, j'avais pas d'argent pour aller dans un magasin. Et donc, j'ai cherché en fait des magasins qui seraient content de bosser avec moi en partenariat. Voilà. D'accord. Et du coup je me suis dit bon c'est tout ce que je peux faire, c'est de trouver quelqu'un qui serait content que je puisse apporter ma petite chaise et bosser avec lui en lui payant bien sûr une commission.
Et après, c'est comme ça s'est mis en place. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Est-ce que tu considères que ça a été, relativement vite? Parce que tu disais que tu as voulu abandonner plein de fois, donc il y a peut-être eu une période au début. En fait, c'est bizarre, la Chine, ça va vite et en même temps, c'est lent. Ça va vite dans le sens où on est sollicité tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Si on veut bosser 24 sur 24, 7 jours sur 7, on peut, il n'y a pas de souci, donc ça va vite dans ce sens-là. Mais ce rythme-là est aussi dangereux parce que du coup, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas de pause, on n'a pas le temps d'avoir des visions et aussi d'inspiration. On a besoin d'analyser un peu ce qui se passe. Et c'est ça qui est un peu effrayant. Et ça va, c'est lent parce que je ne parle pas chinois. Je suis là avec mon portable, parce que j'ai 2 téléphones heureusement, avec Google Translate. Donc j'essaie de... Enfin bref, c'est ça qui est lent. Et je te dis, je galère pour trouver un sac poubelle. Pourquoi? Parce que j'avais telle référence sac poubelle avec telle dimension. Et quand je ne trouve pas, je me dis, mais où je vais le trouver? Il faut aller sur Taobao. Translate le mot. Chinois, anglais, enfin bref, mon anglais il n'est pas non plus top, donc enfin bref, en ce sens-là, c'était lent. Et après, quand tu rencontres des gens, je dis, moi j'ai une idée, mais je sais pas, je connais pas je connais pas le vocabulaire professionnel et technique quand je dois parler à un avocat, quand je dois parler à un designer, quand je dois parler. Donc tout ça, j'ai dû apprendre, c'était lent en ce sens-là. J'ai dû apprendre à formater un peu mes concepts, tout est dans ma tête, et puis je dis, vas-y, je vais faire ça. Et je comprenais pas pourquoi le mec il délivrait pas ce que moi j'avais. Parce que j'avais une certaine vision, définition de ce qui est beau. Et la fille ou le mec me fait un truc en design, je dis mais non, mais ça ne correspond pas. Et après, j'ai appris maintenant, il faut parler, il faut tout formater. Donc c'est très lent pour ça. Comment tu as fait pour ne pas abandonner? Qu'est-ce qui a fait qu'à chaque fois tu t'es dit, ok, c'est dur, c'est galère, c'est lent. C'est Rihanna. Moi j'ai un petit truc magique, c'est à chaque fois que ça va pas ou j'ai un petit coup de mou, je me mets la musique à fond et pouf, ça me rebooste. Et Rihanna, écoute, elle est ce qu'elle est. C'est la meilleure réponse que j'ai pu avoir. Elle donne la patate. Il y a une chanson que j'adore, ça s'appelle Je vais conquérir le monde. Et voilà, j'écoute ça et puis ça me donne du jeu. Donc voilà, c'est plutôt de la self-motivation. En fait, tu vas essayer de. Je suis toute seule. Donc, c'est ça. Si je tombe, je tombe. Donc je peux pas me permettre en fait. Je peux pas. Donc moi, j'ai personne derrière moi, j'ai pas mes parents, j'ai personne. Donc si je tombe, donc je me dis, je peux pas lâcher, il faut continuer. Et je me dis, vas-y. C'est tout. Aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui alors, nous, on s'est rencontrés via différents programmes. Je sais que tu participes maintenant à des partenariats comme ces journées en fait avec Glamour Lab, c'est ça? Où tu vas faire des choses avec d'autres personnes qui font aussi des soins ou de la coiffure ou du design ou du fashion, etc. Et vous vous retrouvez et vous faites des journées. D'ailleurs, il faudrait que j'interviewe Yasmine, un de ces quatre. Ça serait bien. Et donc, du coup, voilà, tu as commencé à participer à ce genre de choses. Comme tu disais, tu t'es développé via des partenariats, via des gens qui ont pu s'adosser à toi et en t'amenant un petit peu du business grâce à leur service à eux. Oui, en fait, parce que ce qui m'intéresse, c'est le fun aussi. C'est très important. Donc, j'adore ce que je fais, comme je te l'ai dit. Et pour moi, ce genre d'événement, c'est rencontrer les gens. C'est ce qu'il y a de mieux. Parce que c'est vrai que c'est bien le WeChat, le social, sur le téléphone, ça c'est bien, mais ça manque d'humanité, entre guillemets. Puis toi, tu es dans un métier où tu peux pas faire ton métier si tu rencontres pas la personne, puisque c'est tous ces soins esthétiques, c'est forcément... Tu es obligé d'être là, quoi. Et c'est très important que ça me permet, moi, de connaître en fait le niveau d'information de la cliente, parce que nous, en tant que professionnels, on est complètement décalé, on est dans le monde, on connaît, on sait que ça va vite, on a une plein d'innovation, mais le client, il connaît pas, il ne voit pas tous les jours il n'évolue pas dans ce milieu tous les jours. Donc c'est bien aussi pour moi de savoir où dois-je commencer la communication, tout ça, enfin bref. Et après, oui, par rapport au partenariat, c'est bien, parce que je trouve que justement le cross-marketing, c'est très bien. Ça permet d'avoir accès à une clientèle que je n'ai pas. Et ensuite, on échange aussi la clientèle et puis ça répond à des services que la cliente lambda ne connaît pas. Donc, du coup, c'est un bon moyen de se faire connaître également. Et après, je trouve que c'est du win-win. Aujourd'hui, par exemple, je trouve qu'il y a une tendance qui est chez les entrepreneurs aussi, c'est la peur. On se dit, non, c'est un concurrent. Moi, je trouve que la concurrence, c'est très bien. Il y en aura toujours. Et ça ne sert à rien de se dire, non, mais un concurrent, il fait déjà ça. Non, tu le fais, tu as ton esprit, tu as ta touche, tu as ta patte, c'est très bien. Et après, moi, j'adore partager avec les gens, mais je me rends compte que certains ne veulent pas parce qu'il y a cette peur de se dire, va me piquer mes clients. Mais non, on s'en fout, il y a de la place pour tout le monde. Et si quelqu'un me pique mon client, c'est que je suis pas assez bonne. Donc, pourquoi la cliente est partie, je dois améliorer quelque chose. Donc, je trouve que c'est... La concurrence,
c'est sain la concurrence. Tu vois, je pense que la concurrence, déjà d'une, il y a plein de choses, c'est que tu fais quelque chose qui est quand même très particulier, d'accord? Donc la concurrence, elle te permet aussi d'éduquer en fait ces gens-là. Et ça va permettre d'éduquer le marché, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de savoir que tiens, il y a ce genre de soins qui existent. C'est ça. Voilà comment ça fonctionne. Et ensuite, bon, les prix, je pense que c'est sensiblement la même chose de partout. Mais après, la relation, étant donné que c'est vraiment un travail d'humain, de relation personnelle, c'est qu'ils ont besoin d'avoir un clic avec la personne qui va leur faire leurs soins, parce que tu es obligé de faire confiance dans l'œil du professionnel. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'ils vont aimer avec toi. Ils vont peut-être pas l'aimer chez ton concurrent, ou alors ils vont passer au concurrent d'abord. Ils vont dire c'était pas comme j'aurais voulu. Du coup, je vais aller vous voir Emma et peut-être que ça va me proposer quelque chose de différent. Exactement. Après, c'est exactement ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. On a la chance d'avoir une clientèle assez diverse sur Shanghai. Et tant mieux. Moi, j'invite toujours mes clientes. Je leur dis mais non, mais bouquez pas avec moi tout de suite. En fait, le tour, allez voir. Peut-être que vous allez aimer quelqu'un d'autre. Allez-y. Faites. J'ai envie en fait, parce qu'aujourd'hui les gens, moi ce qui m'énerve le plus à Shanghai, c'est la promotion à outrance. Les gens achètent un pourcentage. Et j'en ai assez de cette société à consommation à outrance, où on est un peu comme des moutons et on essaie de nous gaver. Non, le discount quoi. Donc ça non. Moi je déteste quand je vais dans un magasin et qu'on me dise, on me connaît même pas, on me demande pas comment je m'appelle. Ah mais il y a une offre sur la carte, il y a moins 50%. Mais non, mais j'en veux pas, tu sais pas celui dont j'ai envie. Donc moi c'est pareil. La personne, oui, mais c'est aussi la marque Esthète Paris aujourd'hui. Moi, je veux que les gens le reconnaissent et savent que en venant, parce que j'ai aussi envie de peut-être demain, comme je disais tout à l'heure, embaucher aussi des Chinoises, parce que la Chine m'a donné ma chance et je veux pas que ce soit un business que pour moi. Je veux aussi après redistribuer, enfin redonner la. Justement, tu disais tout à l'heure que tu as déjà un certain pourcentage de clientèle chinoise. Oui. Comment ils t'ont trouvé ces gens-là? Parce que comme tu disais, tu communiques beaucoup sur Facebook et Instagram. Bon, maintenant tu fais un peu de WeChat, mais WeChat c'est pas organique si on ne te connaît pas. Le bouche à oreille. Et en fait, quand je fais par exemple des collègues, des clientes pardon, qui bossent dans des entreprises, elles ont des collègues chinoises qui me voient et elles en parlent. Voilà, elles en parlent. Mes clientes qui ont des copines chinoises, après elles en parlent. Et je pense que c'est venu comme ça. Enfin, c'est celles qui parlent anglais, chinois qui parlent anglais. Donc c'est comme ça que ça se passe. Au niveau des soins, le fait que, c'est une conversation que j'avais récemment justement, est-ce que le fait que ça soit des visages avec des traits asiatiques ou des traits occidentaux, pour toi en fait ça n'a aucune différence parce que tu suis les traits du visage en fait, c'est ça? C'est ça. En fait, aujourd'hui il y a quand même un a priori en se disant ouais mais les gens ils connaissent pas le visage, le style asiatique ou le style européen. Et j'ai envie de dire, donc ils ont tous le sourcil plat, qui est en fait le sourcil coréen. À la base, le microblading, c'est né quand même en Chine. Et la grosse tendance, c'est le sourcil plat coréen. Et en fait, c'est une raison qui est très simple. C'est parce que ici, au niveau de l'arcade sourcilière, ici, c'est plat. Donc, il y a une espèce de mécanisme, entre guillemets, une espèce d'outil. C'est très facile de tirer 2 traits et de faire sourcil plat. Parce qu'ils s'imaginent qu'ils ont le même visage et que c'est plat, mais c'est pas vrai, puisqu'en fait le visage, que tu sois asiatique ou westerner ou je sais pas comment on dit, tu as des visages ronds, des visages carrés, des visages ovales. Donc là effectivement il y a une tendance qui est en train de switcher et ça va pas tout le sourcil plat. Le sourcil plat à la base il est fait pour un visage long et on va lui faire un sourcil plat pour justement casser la distance et avoir un effet visuel d'un visage plus court. Et aujourd'hui, donc j'essaie d'éduquer en fait les Chinoises à ça. Et on le voit aussi avec les grandes marques de luxe. Aujourd'hui, elles ont toutes le sourcil arché qui est beaucoup plus grand. Donc après, c'est une question de formation. Techniquement, les Chinois sont très bons. Après, c'est une question de point de vue et de formation, de visagisme. C'est l'œil de l'expert en fait. C'est l'œil de l'expert, c'est le sens du beau, c'est le sens esthétique. Et après, encore une fois, il y a aussi le beau. Le goût, les couleurs, bien sûr, c'est assez varié. Mais je pense qu'après, c'est une question de pouvoir satisfaire la demande. Si quelqu'un veut un sourcil plat, on va lui faire et on va lui montrer qu'effectivement, qu'il y a peut-être une autre option. Et du coup, non, pour moi, il n'y a pas de... Après, par contre, la différence va se faire sur la texture de la peau. Et la compétence à avoir par rapport à comment on va travailler sur une peau asiatique qui est beaucoup plus dure, ferme, avec plus de collagène, plutôt qu'une peau, en fait... encore westerner, qui va être beaucoup plus fine et c'est plutôt ce genre de caractère. Donc techniquement il faut avoir une maîtrise pour savoir en fait traiter différentes
type de peau. Ouais. Après, il y a aussi l'âge qui rentre en compte. Bien sûr. Quelqu'un de 20 ans, quelqu'un de 60 ans n'a pas du tout la même peau. Après, il y a le style, il y a la personnalité. Donc, il faut vraiment prendre son temps d'analyser. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je ne comprends pas les gens qui veulent booker pour un prix, se dire, OK, moi, 50%, j'y vais. Non, c'est ton visage. La personne, si elle te voit en face, elle prend 10 minutes, même pas juste pour prendre ta carte bleue et te dire, allez hop, on y va. Moi, non, je n'y vais pas. Ouais. Par rapport à ce que tu es en train d'expliquer, tu as créé toute une gamme de services qui vont avec ça. Tu proposes plusieurs types de soins, j'imagine, à différents prix, etc. Comment tu as réussi à apprendre ça, en fait? Comment tu as fait pour créer en fait tes différents packages de services, le positionnement prix? Comment tu as trouvé les informations? Est-ce que tu t'es calé sur quelque chose qui existait plutôt en France, de là où tu venais, ou est-ce que tu as regardé plutôt ce qui se passait ici, ou c'est un mélange des deux? Les deux. Ouais. C'est les deux. Ben, comme je faisais déjà ça en fait en France, à Paris, donc et je suivais ce secteur-là depuis 10 ans déjà. Ça m'a toujours intéressée. Okay. Je fais beaucoup de sport extrême et j'ai pas envie non plus de. Et je suis très active, mais je veux pas passer trop de temps ça te prend beaucoup de temps, les cheveux, le maquillage, les ongles. Enfin bref, en tant qu'homme, vous savez pas ce que c'est, mais on peut facilement passer des heures et on peut plus faire ça. Aujourd'hui, on est actif, on n'a pas le temps. On est à la salle de sport, le travail, le rendez-vous avec les petits copains, les enfants. Il faut des solutions efficaces. Donc moi, mon concept aujourd'hui, c'est ça, c'est proposer en fait des solutions de maquillage sans maquillage. On va être présentable, avoir une bonne image sur le long terme. Juste en se réveillant, on a déjà bonne mine. On est prête à partir et à faire sa vie de folie. Et donc du coup, par rapport à tout ça, moi j'ai toujours regardé ce qui se faisait. J'adore tout ce qui est nouveau, technique, machin et tout. Je teste d'abord. Quand je suis convaincue, je le propose et je le fais. Après, moi je suis aussi je fais attention au marketing. Ouais. Puisque je viens de ce milieu-là et aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se font en marketing juste pour on sait ce que c'est, voilà, et forcément après moi je regarde beaucoup les ingrédients, j'essaie aussi d'éduquer la cliente, de dire attention, bien ça sûr. C'est du marketing, ça c'est vraiment efficace, donc moi j'aime bien ce qui est efficace, je crois pas au truc magique. Et donc du coup en fait c'est un exemple, c'est un combiné de tout ça. Puis comme j'ai voyagé dans pas mal de pays aussi, j'ai toujours regardé la beauté partout, ce qui se faisait, la technique, aux États-Unis comment ils font, en France comment ça se passe. En France on est en retard. C'est un marché qui se développe maintenant, mais on est en retard. Alors qu'aux États-Unis, et je vois aussi aujourd'hui, les clientes américaines, anglaises, australiennes, asiatiques, elles y vont les yeux fermés. Elles comprennent mieux. En France, on a encore l'exemple de choses qui étaient un peu ratées à l'époque, alors qu'aujourd'hui, on a quand même des nouvelles techniques. C'est pour ça que j'ai adhéré, parce que j'ai trouvé ça génial. Au début, je détestais parce que c'était vraiment moche. Mais là, les techniques au niveau des pigments et les couleurs, elles sont magnifiques. Technologiquement parlant, c'est super avancé au niveau de la formulation, au niveau du chimique. C'est super bien fait, les couleurs sont belles, sont éclatantes. C'est plus comme avant, le matériel a évolué également. La technique de réalisation a évolué, c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus doux. Et aujourd'hui, les clientes me disent toujours « Ah ouais, mais non, mais j'ai vu quelqu'un qui a fait ça, c'est horrible. Moi, jamais je me ferai une pigmentation. » Mais c'est juste parce que l'expérience a été mal réussie. C'est ça. Et après, voilà, c'est comme tout. Quand tu vas dans un restaurant Michelin, enfin, je sais pas, 5 étoiles, tu vas au McDonald's, effectivement, les prix ne vont pas être de la même façon. Hein. Donc, c'est pareil pour tout. Pour tout, on choisit son degré d'exigence, on choisit comment on va voir les choses. Et c'est au consommateur aujourd'hui de prendre les choses en main, de faire, de lire et de ne pas forcément accepter tout ce qu'on nous donne et de faire ses propres recherches. Et voilà. Alors moi, ce que j'ai découvert avec toi, parce que forcément, déjà, je suis pas forcément j'estime ne pas forcément être la cible à la base, et donc je connais moins. Si, pourtant. Les hommes aussi. Les hommes aussi. J'ai vu que tu faisais des choses maintenant pour les hommes. Et du coup, en fait, ce que je me disais, c'était ce que j'ai appris en parlant avec toi, c'est que c'est quand même très technique. Il y a beaucoup de technologies. Alors, on ne parle pas de technologie tech startup, etc., mais on parle de technologie dans la manière de faire, dans les pigmentations que tu vas utiliser, enfin tout ce genre de choses. Et comment tu fais justement au jour le jour? Toi, tu es obligé de traiter tes clients, faire ton marketing, comme tu le disais, gérer tes suppliers, puisque c'est toi qui fonctionne aussi pour ça. Mais tu dois aussi t'éduquer en permanence, parce que tu es toujours à la recherche de nouvelles techniques. Et comment tu t'organises? Ça ressemble à quoi une journée d'Emma à Shanghai, quand il fait beau comme aujourd'hui? Je bosse beaucoup. Comme je l'ai dit avant, moi j'adore travailler. Et c'est un peu ma passion et j'ai la chance en fait de faire quelque chose qui me passionne. Donc naturellement, moi ça me dérange pas de passer des heures et des heures à lire, à m'entraîner. Je dois aussi m'entraîner effectivement pour améliorer le geste, regarder de nouvelles techniques. Il faut partir en training aussi.
Des fois, je pars, je sais pas, je vais aller en France ou je vais aller dans d'autres pays pour me former aussi. D'accord. Continuellement. Je mets la barre à me dire au moins une fois par an, il faut que j'aille me former. Pour moi, c'est inconcevable de faire un métier pendant 10 ans, comme certaines personnes font, par exemple, je sais pas, coiffeur, et de ne jamais aller en formation, c'est une aberration pour moi. Donc, j'essaie de tout concilier. Donc, effectivement, c'est un peu le couteau suisse, Emma. Donc là, j'ai trouvé un petit rythme de croisière. Tous les mardis, en fait, c'est ma journée où je suis sans clientèle et où je peux faire de l'ordinateur, regarder l'agenda, faire un peu de planning, entre guillemets, aller à la banque, faire tout ce que je ne peux pas faire les autres jours, parce que les autres jours, j'essaie vraiment de satisfaire la clientèle au maximum et d'avoir des horaires assez larges pour pouvoir justement satisfaire la clientèle. Parce qu'aujourd'hui, tu reçois ta plage horaire sur les autres jours, c'est quoi C'est de 10h, avec le dernier rendez-vous à 7h, donc ça fait terminer. En gros, je suis là jusqu'à très tard, parce qu'une fois que la clientèle est partie, il faut nettoyer, il faut repréparer la salle pour demain, il faut acheter l'eau, il faut checker toutes les fournitures pour que ce soit prêt pour demain. Quand je la porte, la première cliente, elle soit bien accueillie avec tout ce qu'il faut. Donc j'essaie d'être parfaite, mais parfois il y a des loupés, mais bon, j'essaie de m'améliorer. Les journées sont assez chargées, donc le matin je me lève tôt, j'essaie d'aller faire du sport, parce que cette année je me dis c'est important le sport, faut pas lâcher. Et en fait c'est vrai que ça fait une grosse différence quand on commence la journée avec un bouffon intime, qu'on a bien sué, on attaque la journée avec une grosse patate et on se dit c'est bon, on va avoir une belle journée aujourd'hui. Justement, c'est sûr, parce que comme tu dis, tu es très sportive, très active, enfin tu as passé des années à faire de la plongée en permanence, donc toi tu as besoin de ça, ça fait partie de ton ADN aujourd'hui. Si je fais pas de sport, je meurs. Voilà. Et donc c'est sûr que quand on est solo entrepreneur, comme c'est ton cas, et du coup tu fais tout, enfin c'est le cas de solo entrepreneur, et de réussir à trouver une balance et de se dire bon bah voilà, il va falloir que je trouve un équilibre dans tout ça et que il faut que je me fixe une plage horaire. Alors est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est le soir, peu importe. Se dire bah voilà, moi tous les matins il va falloir que je fasse ça, parce que ton cabinet, ton studio est ouvert aussi samedi et dimanche. Donc, parce que tes clients, tous les jours, parce que tes clientes sont aussi plus disponibles le samedi et dimanche, j'imagine. Donc là, d'un coup, tu vas te faire carton plein samedi, dimanche, quasiment. Ça dépend. S'il fait beau, parfois non. Ah oui, bah non, ils ont autre chose à faire. Ouais. C'est ça. Non, mais en fait, l'année dernière, j'ai pas respecté ça. Justement, je me suis dit, j'ai bossé énormément et j'ai sacrifié mon sommeil, j'ai sacrifié le sport. J'ai pas fait de sport et j'ai fini l'année. Je me suis dit, mais Emma, là, c'est pas possible. Tu vas pas refaire l'année comme ça. Donc cette année, je me suis dit, on va prendre des bonnes résolutions. Ça veut dire qu'on va essayer d'avoir un meilleur équilibre entre la vie privée et puis le travail, et donc du coup quand même respecter mes ressources, donc mon sommeil et puis une bonne hygiène de vie tout simplement, parce que sinon on ne peut pas tenir sur la longueur, et j'ai appris ça du coup, et je me suis dit non, alors du coup le matin ça va être le sport, parce qu'on fait donc les activités avec la clientèle, après le soir par contre ça va être tout ce qui est off avec la clientèle, mais les autres boulots comme le design, le market, recherche de partenaires. Mais alors justement, puisque tu as fait les deux, tu as été à 200% l'année dernière et cette année tu as essayé de trouver un équilibre un petit peu différent, est-ce que finalement en trouvant cet équilibre, tu as perdu du business? Oui, forcément, parce que en fait oui et non, c'est une façon différente de travailler. Parce que quelque part je me dis que non en fait. Si, en termes de chiffre d'affaires, forcément tu perds. Ok. Enfin, je pense, j'ai pas regardé encore une fois, mais bon, tu perds forcément. Mais par contre, tu vas gagner en qualité. Parce que tu vas pouvoir piloter, tu vas pouvoir de façon plus intelligente, et tu vas pouvoir aussi avoir plus de plaisir parce que tu vas souffler. Donc du coup, tu vas vraiment apprécier les choses et prendre plaisir à travailler. Encore une fois, c'est comme tout. Moi, c'est ma passion, j'ai beaucoup de chance. Mais quand on fait too much avec une pression qui n'est pas gérable, on arrive à tout détester, même ce qu'on aime le plus. Donc j'ai compris ça, il faut lever le pied, parce que je veux que ça reste une passion, et je veux que quand la cliente arrive, je sois contente de la voir et que je donne le meilleur de moi-même pour la rendre heureuse. C'est ça aussi, puisque si toi t'es crevé et que encore une cliente avant de finir la soirée, ça commence à être difficile. Après, en fait, tu prends plus plaisir. Moi, ce que j'adore faire, pour moi c'est un casse-tête, c'est genre la cliente elle vient, essaie de trouver pourquoi son sourcil n'est pas beau, pourquoi est-ce qu'elle a fait avant, c'est quoi sa routine, et ça prend du temps. Donc on prend 15-20 minutes à discuter, puis aussi moi ça me permet de voir comment
elle parle, donc ça veut dire ses expressions, en fait, comment on bouge son sourcil, comment on bouge son visage, et du coup, tu captes aussi beaucoup de choses. Donc, c'est prendre le temps de connaître les gens, parce que mais il faut être focus, parce que si toi, tu as un peu la tête en l'air, tu n'es pas concentré à 100% quand tu vois la cliente, ça va être beaucoup plus difficile. Et puis, il faut être full of énergie, parce que tu donnes de l'énergie. Tu ne peux pas te permettre d'être fatigué, d'être déprimé ou d'être... Non, il faut être au top. Dès que tu ouvres la porte, il faut donc avoir c'est ça, le sourire, en fait. quoi. Ouais, bien sûr. Et donc ça fait partie de ton business. Clairement, oui. Comme tu disais, hein, si toi, comme tu disais tout à l'heure, t'es la meilleure ressource. Donc en gros, enfin t'es la seule ressource. Non, donc, ça n'a pas duré. J'avais une assistante, mais elle est partie pour le Chinese New Year. Alors, je découvre ça aussi. Donc, justement, alors dans le business à la chinoise, avec tous ces aléas justement liés au recrutement, etc. Les problèmes que tu pourrais avoir. Enfin, tu vois, entre le moment où on s'est rencontrés et aujourd'hui, tu as changé de studio. J'ai fait 3 déménagements en un an. Voilà. C'est du sport. Donc du coup, comment tu t'es débrouillé au jour le jour? Comment tu te fais guider? Est-ce qu'il y a des gens qui t'aident à t'expliquer la Chine, ou comment tu fais? C'est quoi que tu appelles les gens qui m'aident? J'en sais rien. Il y en a qui vont se tourner vers une sorte de mentor, il y en a qui vont se tourner vers leur avocat, vers un comptable. Déjà. Depuis que tu es arrivé, est-ce que tu as trouvé un mentor qui t'aide dans ton développement? Alors j'ai fait en fait un groupe de nanas qui s'appelle Her Century, et ça c'était sympa parce qu'en fait c'était une réunion tous les mardis et on avait effectivement des exemples de femmes entrepreneurs de super niveau, hyper corporate, avec des business de folie, et du coup elles nous aidaient un petit peu à comprendre un peu le marché. On avait une question, on leur posait concrètement, puis elles nous répondaient. Donc c'est super, j'ai fait ça pendant, je crois, un mois à peu près. Ouais, 2-3 rendez-vous. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer donc YC, donc qui fait le programme SLP. Et donc ça aussi, j'ai suivi. Et Shanghai Leadership Programme, c'est ça? Ouais, ça c'est bien parce que ça m'a permis justement de comprendre un peu comment les gens font du business en Chine, parce que je ne connaissais pas. Et ça m'a permis d'avoir rencontré des gens super intéressants, avec tous ces... toi aussi, d'ailleurs, je te rencontre. C'est là où on s'est rencontrés. Voilà. Et du coup, ça m'a donné, je sais pas, ça donne une énergie, un punch, parce que Shanghai, c'est quand même l'une des meilleures villes que j'ai pu visiter pour l'entrepreneuriat, justement. Et c'est ça, en fait, qui m'a donné des idées. Après, je capte les trucs, je dis, OK, il y a ça à faire. Je vais sur mon ordinateur, je fais des petites recherches, je regarde comment c'est, je cherche trouver quelqu'un. Je demande, et c'est ça qui est bien en fait à Shanghai, c'est que tu rencontres des gens de haut niveau. À Paris, mais pour rencontrer ces gens-là, mais tu galères 6 mois, quoi. C'est clair. Et là, c'est génial. Tout simplement, comme toi, super accessible, tu as un niveau de ouf. Moi, je connais rien du tout. J'arrive, tu peux me donner des conseils et vous partager, quoi. Et j'ai trouvé ça avec tout le monde et c'est super. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les podcasts. Ouais. En fait, c'est ce que tout le monde me dit. Il y a un entretien qui n'est pas encore diffusé là au moment où on est en train d'enregistrer cet épisode, mais en fait, c'est avec Guillaume Sergent qui fait la marque Elion de pantalons de golf. Ouais. Et pareil, il est arrivé en Chine, il a suivi sa femme. Au bout de 15 jours, il trouvait son usine. Il ne parle pas chinois, il ne connaissait pas la Chine. Au bout de 15 jours, il a trouvé son usine. Et en fait, très rapidement, il s'est rendu compte qu'il pouvait poser des questions à tout le monde, qu'au pire, c'était aussi un peu ce que disait Thomas Chabrière il n'y a pas si longtemps. Au pire, tu auras un nom. Au pire, on va te dire non, tu vois. Oui, oui, mais après il y aura rien. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est hyper facile de demander. Les gens seront relativement accessibles à Shanghai, ils sont disponibles. Tu arrives à trouver des réponses à droite à gauche. Et puis, comme tu dis, souvent avec des gens qui ont un niveau assez exceptionnel. Et toi, tu arrives à obtenir 1 heure avec un petit café et c'est génial, quoi. Ouais. C'est ça qui est génial. Quand tu étais à Paris, quelle est la grosse différence pour toi entre ce que tu as pu faire à Paris et quand tu étais entrepreneur, on va dire, alors quand tu as lancé ton studio à Paris et ici, quels ont été les gros changements, les grosses difficultés, les grosses différences pour toi? Alors pour moi, la grosse différence, comme je l'ai dit, c'est l'accessibilité des personnes d'un certain niveau. Quand on voulait les rencontrer, il fallait passer par le secrétaire qui te disait non, il faut venir en 2 semaines, t'envoies le truc, tu galères, enfin bref, il y a vraiment des codes. C'est très bien, je trouve que c'est très bien parce que c'est pas le marché, donc c'est normal. Donc il y a le ticket d'entrée, il est beaucoup plus élevé, il y a un écrémage qui est beaucoup plus présent. Et du coup, c'est un peu plus lent en France, je trouve, et un peu plus lourd. Et les gens sont plus méfiants aussi, et donc, bref, il y a plus de barrages. Par contre, en Chine, moi, ce que j'ai adoré, c'est les Chinois.
Les Chinois, mais ils sont géniaux. Moi, je les adore. Pourquoi? Parce qu'ils sont curieux. Moi, quand je connaissais personne, quoi. Je suis arrivée, j'ai tapé à la porte des studios et tout. J'ai expliqué mon truc. Ils m'ont dit, ouais, pas de problème, vas-y. Tu t'installes là, fais ton truc. J'ai dit, mais ah ouais, sérieux, c'est vrai? C'est pas une blague? Ok, c'est cool. Je commence demain, c'est bon? Ils m'ont dit oui, en fait c'est comme ça que j'ai commencé. Après, c'est comme ça que tu as... D'accord, oui, c'est comme ça que tu as commencé. J'avais pas de magasin. J'ai commencé chez moi. Après je me disais mais non, mais chez moi c'est trop intime. Je peux pas faire d'événements, je peux pas accueillir, c'est un peu... C'était pas l'image professionnelle que je voulais. Et après je me dis bon, on va aller voir si je peux trouver un magasin. Et ils ont dit oui, c'était super facile. Et en France, j'avais commencé comme ça aussi en freelance. Mais ça m'avait pris 6 mois pour trouver un oui, quoi. Et encore, c'était sous certaines conditions, avec beaucoup de méfiance, on ne me donnait pas les clés. Fallait... Là, j'arrive, le mec, il me connaît pas, il me donne les clés. J'ai fait, waouh, ils sont sérieux. Et donc, j'ai adoré, j'ai dit, mais c'est génial. Et en fait, c'est ça. Ouais. Et ils sont très curieux, très open, quoi. Ouais. Ils te disent pas non. C'est le pays du oui, quoi. Ça, j'aime bien. Ouais. Si c'est un oui, on va t'envoyer à droite, à gauche. Oui, c'est clair. Oui. C'est vrai qu'on ne dit pas trop non. Hein. D'ailleurs, le nom n'existe pas vraiment en chinois. Mais donc ça, j'adore. C'est tout est oui, ok, génial, on y va, on fait ça comment, quand, où. C'est ça, c'est génial. Et quelle a été, du coup, pour le travailler en Chine, la plus grosse difficulté pour toi alors? Qu'est-ce que c'est? C'est pas comprendre le chinois. Donc c'est la langue encore. Ouais. Justement, par rapport à toutes ces galères que tu as pu avoir, les difficultés, les moments où tu t'es dit, bon, c'est finalement super difficile et autres. Et puis aujourd'hui, tu as l'air beaucoup plus sereine. Et beaucoup plus équilibré, on va dire, moins stressé de quand j'ai commencé à te connaître. Il t'a fallu combien de temps, tu penses, alors peut-être que tu n'y es même pas encore, hein, mais pour toi, il a fallu combien de temps pour entre le moment où tu as lancé alors vraiment le studio, on va dire, ton activité, et puis te dire, bon bah voilà, il m'a fallu tant de mois où ça a vraiment été la galère, mais à partir de ce mois-ci, déjà financièrement, ça s'équilibre bien, le business il est démarré. Il t'a fallu combien de temps? T'as une idée ou tu considères que tu es toujours dedans aujourd'hui? C'est encore... Bah ouais. Ah non, mais moi je suis arrivée nulle part là. Hein. Oui, mais parce que tu es peut-être aussi, tu sais, peut-être que tu es une éternelle insatisfaite ou tu dois te mettre la barre haute. Non, ça j'ai relativisé par rapport. C'est pas ça que je veux dire, c'est que à chaque cycle, en fait, tu montes un palier, tu montes une marche, il y en a 15 000 encore à monter. Et c'est pas parce que... Non, aujourd'hui, effectivement, je suis contente parce que j'ai démarré, j'étais endettée, je n'avais rien. Là, j'arrive à payer mes frais toute seule. Ça, je suis contente. Pour ça, oui, effectivement. Puis tu en vis. Tu vis globalement de ton activité, donc... Je vis, je couvre mes frais. Voilà. Après, j'ai pas une vie de ouf. Je fais attention aussi. Hein, c'est pas non plus. Mais en fait, ça me va parce que du coup, j'ai pas le temps parce que j'aime tellement ce que je fais. Enfin bref, ça me prend tellement de temps que j'ai pas le temps de faire autre chose quelque part. Donc, non, j'espère que je pourrais vraiment avoir je sais pas comment dire, que ça va aller de mieux en mieux. Mais pour moi, je suis arrivée nulle part. Comme en Chine, c'est ça aussi. Ça va très vite dans les deux sens. Tu travailles, ça marche bien, ça va vite, mais tu te casses la gueule, ça va très vite aussi. Ah, c'est sûr. Ah, là, ça va même plus vite. Donc voilà, ça va super vite. Donc du coup, non, moi je suis arrivée nulle part. Il faut voir que je travaille énormément. Rien n'est gagné. En plus, en Chine, le truc que j'ai découvert à Shanghai, c'est que ta clientèle, elle ne peut pas grandir. Donc, qu'est-ce que tu veux dire qu'elle ne peut pas grandir? La clientèle d'expat, par définition, elle va, elle vient. Donc, les expats ont des contrats de 3 ans, 2 ans. Moi, ça fait qu'1 an et déjà, j'ai plein de clients qui sont partis. Donc, après, ça veut dire qu'en termes de communication, il faut tout le temps. Tu recommences à chaque fois à grandir ta communauté. Voilà. Et puis, tout le temps, je pense que c'est aussi une clientèle qui est très zappeuse. Donc, si tu es venue plus présente quelque part, ils t'oublient. Donc, il y a aussi ce gros travail à faire en communication, ça prend du temps encore, donc non, moi je suis arrivée nulle part, là pour le moment c'est une petite marche, j'ai fait une petite marche, ça va mieux parce que j'ai fait le gros du truc, quand j'ai eu ma compagnie, comment ça s'appelle, le working permit, là c'était le moment où j'ai eu un grand kiff, ça y est, là T'as réussi? Non, j'ai pas réussi, mais j'ai dit ça y est, là, la première étape elle est faite. Première étape. Mais là, les étapes à venir, elles sont encore assez importantes. Et à chaque fois, il y a des gros challenges. Gros challenges à chaque fois, quoi. Parce que par définition, moi, je pense que il faut grandir à tous les niveaux. Si tu veux, enfin bref. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. On n'est pas fait pour stagner. On doit être épanoui. Et c'est pour ça aujourd'hui que je trouve que j'ai pas mal de personnes aussi qui sont tristes quelque part. C'est parce qu'elles sont tout le temps... elles n'ont pas forcément le dire, mais tu sens qu'elles n'ont pas
les yeux qui pétillent, Ouais, quoi. Et moi, je vis pour avoir les yeux qui pétillent. C'est ça qui fait qu'on est heureux ou pas. On a un cœur, c'est pas pour rien, c'est pour ressentir des choses. Et aujourd'hui, on essaie de tout lisser, de tout faire. Mais non, la vie, c'est ça, c'est prendre des risques. Ça marche pas. Mais il faut expérimenter. On s'en fout, ça marche pas. C'est pour ça que d'ailleurs, on dit, le succès. Les gens, en fait, ont tellement peur de l'échec. Ouais. Parce que vont dire les gens? Mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est toi, c'est ta vie. Demain, on peut mourir demain. Donc moi, je veux que chaque jour, je me lève et je suis contente. J'ai pas une vie de ouf, mais je suis contente. Ça, j'ai toujours été quelqu'un d'assez positif. En fait, ouais, j'ai toujours été toute seule, entre guillemets. Débrouille-toi dans la vie toute seule depuis. J'ai payé mes études toute seule. Bref, j'ai tout fait toute seule. Donc je vais de l'avant, ok. Mais après, j'ai aussi été gâtée. Hein. J'ai eu des postes où vraiment j'avais tout un peu. Genre, il me fallait sac Chanel et compagnie, la fille hyper, comment on dit, une citadine, hyper superficielle. Urbaine. Pas super urbaine, avec des trucs, des accessoires de, je sais pas comment on dit, de représentation. Il fallait la voiture comme ça, le truc comme ça. Et en fait, quand je suis partie après faire mon expérience en Afrique, où j'ai commencé à être dive instructeur et commencé de zéro, je me suis retrouvée de Paris avec tout le package, la voiture, le contrat, machin, avec rien. Le sable, il n'y avait pas de toilette, toilette à partager, la douche à partager, que le sable, la mer. Et les gens, ils avaient tous le sourire, mais je crois pareil. Je me dis, mais c'est un truc de fou, il n'y a pas de magasin, mais on fait où les courses? Ça m'a pris un mois pour me... Pourquoi tu t'es retrouvée en Afrique comme ça? Parce que j'avais plongé en fait à Zanzibar, j'ai un coup de fou, je me suis dit, mais c'est trop beau. J'avais découvert pendant. Donc tu es partie pour les vacances en fait? Ouais, des vacances. Et j'ai fait, mais c'est génial. J'ai eu un gros coup de foudre, c'était tellement beau, parce que la vie stressante de Paris, machin, corporate, machin, les rapports, tu bosses tout le temps, parce que tu es connecté à ton ordinateur, tu dois prendre des rapports, tu fais des reportings, le grand patron arrive, tu es comme un robot, tu as ton truc. Et je me suis dit, waouh, allez, hop, un petit break, on va faire de la plongée. Et là, c'était magique, tu as les poissons, tu as le beau temps, et tu te retrouves avec toi-même et tu te retrouves connecté avec la nature. Et là, tu te dis, man, tu sens des choses, tu sens le vent dans les cheveux, tu regardes le soleil, la mer, le bruit de la mer, ça t'apaise, un truc de fou. Et après, tu te dis, ok, on va faire peut-être un break, quelque chose en fait, à apprendre de ça. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée en Afrique, du jour au lendemain, en ayant tout plaqué. Et finalement, c'est ça qui m'a permis en fait de faire la transition aujourd'hui. Parce que quelque part, je me suis détachée de toutes ces choses matérielles. Alors, dans 3 ans, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer que Esthète Paris sera? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'Emma dans 3 déjà, ans? j'aimerais beaucoup avoir des Chinoises qui travaillent avec moi aussi. Ah, mais ça, c'est le mois prochain, ça, pas dans 3 ans. Ah, je sais pas. Il faut d'abord que je fasse tout le matériel avant et les trucs. Non, beaucoup de boulot quand même en amont. Et non, juste que je sois contente de ce que je fais comme aujourd'hui, me lever toujours avec la patate le matin et puis rendre les clientes satisfaites. Ouais, justement, par rapport à ta manière de communiquer et les valeurs que tu es en train de présenter, tu vois, et on comprend que on ne parle pas simplement de sourcils, en fait, on parle de plein d'autres choses. Et je pense que c'est un peu ta personnalité aussi, tu vois, c'est un tout d'équilibre, de bien-être, de la recherche du beau, comme tu dis en permanence. Mais c'est au-delà du beau, je pense que c'est vraiment la recherche d'être déjà bien dans sa peau. C'est ça. Et voilà, avant tout. Ouais. Et après, tout le reste vient s'imbriquer autour de ça, en fait. Oui, j'ai rien inventé. Hein, non, c'est sûr. Être bien dans son corps et être bien dans sa tête, ça va ensemble. Hein. Mais justement, pour aller dans ta communication, en fait, aujourd'hui, tu communiques alors forcément par des photos. De tous les réseaux sociaux sur lesquels tu peux être présent, c'est avant tout de la photo parce que tu es dans le beau, donc en effet. Mais tu vois, en t'écoutant, je me dis, tiens, alors ça demande du temps, hein, mais il y a une partie blogging à mettre en place, tu vois, alors ça va te prendre. Alors il faut falloir te lever à 4h du matin. Ah, ouais, mais non, mais t'as mis le doigt exactement sur un truc qui me frustre en fait, c'est parce que il y a tellement de choses à dire. T'as un message à faire passer en fait, tu vois. Je dirais pas, je suis pas prétentieuse, je vais pas dire un message, mais c'est juste éduquer les gens en leur expliquant effectivement qu'ils sont pas obligés d'acheter un pourcentage, qu'ils doivent lire les étiquettes, savoir la valeur, redonner de la valeur aux choses. Donc aujourd'hui, encore une fois, on a perdu le sens de plein de valeurs. On nous parle de... Tout est dématérialisé. Donc l'argent avec WeChat, c'est pouf, pouf, pouf. Ouais, ça va vite. C'est pas réel. T'as plus la notion de là. Et en fait, c'est qu'est-ce que vous achetez? Vous achetez quelque chose, mais c'est quoi? Aujourd'hui, quand on compare à des... On dit, ouais, mais tes prix sont plus chers que la petite chinoise du coin qui me le fait à 50 kwai. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi elle a 50 kwai?
Aujourd'hui, tu as plein de business chinois, ils n'ont pas besoin de faire une compagnie. Il n'y a pas de charge, il n'y a rien. Toi, en tant qu'étranger, quand tu ouvres ta Woufi, tu n'as pas la même législation, comptabilité, machin, tu as plus de frais. Donc en flip, les produits qu'on utilise, ce n'est pas les mêmes. Eux, ils vont t'acheter des produits, il n'y a aucune norme. Ouais. C'est qu'est-ce que tu veux mettre sur ton visage, quel est le risque que tu es prêt à prendre. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais choisis en connaissance de cause et compare ce qui est comparable. Et si tu es OK pour prendre un produit sans législation, qui n'a pas été testé, qui n'a pas fait des tests dermatologiques, sans aucune norme, bah, très bien. Mais quand tu auras un problème après, sache que ça va te coûter beaucoup plus cher après d'aller chez le médecin pour le corriger, si tu as fait une allergie, un truc comme ça. Alors que bon, bah, donc tu choisis, tu es libre, mais au moins compare les choses d'une façon intelligente et tu sais ce que tu achètes. Pas comme un mouton en copiant, machin, non. J'aimerais bien quand même qu'on arrive à une société où on est différent par rapport à ça. Mais que ce soit à tous les niveaux, que ce soit le consommateur, les entrepreneurs aussi. Aujourd'hui à Shanghai, notamment le groupe SLP, j'ai adoré voir qu'il y avait plein d'entrepreneurs qui n'étaient pas axés que sur l'argent, et aussi les investisseurs, pas que sur l'argent, et du coup qui voulaient aussi avoir un impact social, créer de la valeur, avoir une bonne ambiance au travail, c'est important. Et aujourd'hui, tu parlais de ça tout à l'heure, c'est de dire, mais ouais, mais on ne comprend pas, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont démotivés par le corporate et qui veulent se lancer à leur propre compte. Ouais. Oui, parce qu'aujourd'hui, la société, elle change. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'on parle du télétravail. Ouais, c'est génial. Quand on était en école de commerce ou autre, on disait, ouais, c'est super, on va pouvoir travailler de chez soi, mais c'est en train de se passer maintenant. Et aujourd'hui, dans les entreprises corporate, c'est très lourd. Je ne dis pas que c'est mal, c'est très bien, on apprend plein de choses, mais peut-être que ça correspond moins à la génération, on va dire, milléniale, parce qu'ils ont envie de... C'est une génération de feeling, on a envie de se sentir. Nos parents, avant, ils bossaient, ils devaient bosser, c'était comme ça, ils acceptaient très bien. Mais aujourd'hui, nous... Ouais. Puis à l'époque, la question, pour nos parents, la question ne se posait pas. Il n'y avait pas le choix, en fait. Je pense que c'était pas il n'y avait pas vraiment cette possibilité de dire, bah, en fait, tu peux le faire tout seul ou toute seule, tu peux te lancer, et puis tu vas y arriver. Et puis peut-être que tu vas pas y arriver, mais en même temps, de plus en plus, je pense que c'est pas grave, quoi. Tu n'y arrives pas, c'est pas la fin du monde non plus, quoi. Tu vas trouver autre chose, tu te lanceras à autre chose. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que tu étais en train de dire, c'est que, pour expliquer, en fait, c'est que je disais que depuis le début de l'année, en fait, je connais beaucoup d'amis qui ont quitté des postes à forte responsabilité dans des sociétés dans lesquelles ils étaient depuis plusieurs années. On va parler de 3, 4, 5 ans, voire plus. Et ils ont quitté des postes pour rien. C'est-à-dire, ils ne sont pas quittés un poste pour en prendre un autre. Ils ont juste dit, bon, ben voilà, là, c'est moi maintenant qui vais prendre le contrôle de ce que je vais faire pour la suite. Donc, j'ai décidé d'arrêter. C'est comme ça que j'ai quitté ma boîte d'avant. Hein, j'ai décidé d'arrêter. Je ne savais pas ce que j'allais faire derrière. Mais en tout cas, je savais que je ne voulais pas le faire comme ça. Donc, ça nous a permis ces gens-là, et toi, c'est pareil aussi, c'est qu'à un moment, tu as dit, bon, bah, le monde corporate à Paris, c'est très bien, ça m'a apporté plein de choses, j'ai appris plein de choses, mais il y a un moment, tu dis... J'adorais, hein. Oui, c'est sûr, mais moi aussi, hein. Et je pense que tout le monde, c'est indispensable dans le parcours. Il y a plein de choses que tu fais aujourd'hui que tu n'aurais pas pu apprendre ou savoir faire sans être passé par là. Voilà. Aujourd'hui, ce que tu arrives à faire peut-être mieux que d'autres ou plus rapidement que d'autres, c'est parce que tu as une expérience qui t'a permis d'amener tout ça. Je sais pas. C'est sûr. Mais ce petit côté dans ton branding, dans tout ça, je veux dire, ça fait partie d'une expérience. C'est pas simplement, tu t'es pas levé un matin en ayant la connaissance de tout ça, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus, ils prennent le contrôle de leur destin. Ils veulent travailler pour eux, se lancer, au moins essayer, bien, tu vois. Et au moins essayer, en fait. Ce que je pense aussi, ce que les gens commencent à comprendre, c'est que tu peux te planter. Enfin, je veux dire, tu peux te planter. Enfin, alors en effet, tu vas peut-être avoir du mal à payer telle ou telle chose. Et oui, il va falloir que tu consommes différemment. Et peut-être qu'il va falloir, en effet, prendre un appartement plus petit. Mais en gros, on va trouver des solutions, tu vois. Puis, je pense que ça fait partie. Il faut échouer. Ce que je dis aussi régulièrement, c'est que je pense qu'il faut échouer un paquet de fois avant de réussir. Ça fait partie du process. Des gens qui réussissent d'un coup, tous les gens qu'on voit sur nos murs Facebook, là, qui ont tous réussi, etc. Déjà d'une, il y en a combien qui sont plantés, et eux, est-ce qu'ils ont réussi du jour au lendemain? C'est quoi réussir, encore une fois? Et quand on dit encore une fois, je pense que ça dépend. Planter, pour moi, enfin, c'est quoi l'échec? Pourquoi on dit t'as raté? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que t'as pas assez de clients, t'as abandonné? Ou
Ouais, ou que tu fermes ton activité, que tu n'arrives pas à transformer, à avoir les clients qui vont te permettre de vivre en fait. La première étape pour moi du succès dans ton activité, c'est de réussir à dire bon bah je satisfais mes clients assez et ils en sont assez contents pour que ça puisse faire vivre mon activité et que moi je puisse en vivre ou mes employés, tu vois. Mais donc du coup, plus tu grandis, plus tu as un nombre d'employés, plus tu as des costs, plus il te faut des clients et donc le succès après, enfin les marches en fait vont évoluer avec ton développement. Oui, je suis d'accord avec ça, mais je pense qu'aujourd'hui, on met trop de pression aussi par rapport à ça. On ne laisse pas aux gens la chance d'expérimenter, de tester, de se trouver. Okay. On nous met la pression dès qu'on est très jeune, fais tes études, va prendre un boulot. Et en fait, pour moi, c'est pas des échecs, ce sont des expériences. Tu apprends, c'est pas un échec. Tu apprends, tu as essayé quelque chose. Quand on est bébé, tu apprends à marcher, tu vas tomber, tu vas pas marcher le premier coup. Bah, c'est pareil la vie, donc du coup, bah, t'apprends. Ouais, c'est pour ça que je disais qu'il faut, pour moi, j'en suis encore à un point où je pense qu'il faut il faut avoir des échecs. Alors après, il faut le définir et en effet, mais il faut avoir plusieurs échecs pour pouvoir réussir derrière. En fait, ça fait partie de ces étapes de l'apprentissage. Il faut avoir plusieurs expériences. Ouais. On va peut-être changer le mot échec par expérience. Ouais. Il faut avoir en effet plusieurs expériences qui seront plus ou moins douloureuses parfois. Ou alors une super team avec un mentor et puis un jeune plein d'énergie et puis tu vois ça fait le savoir et puis l'énergie en même temps mais bon après je pense que du moment qu'on a plaisir à choisir en fait ses chaînes entre guillemets parce la vraie liberté n'existe pas et je pense que l'être humain on est fait justement pour toujours évoluer et avoir un contrôle sur sa vie et vraiment on a plus contrôle parce qu'on décide plus de ce qu'on a envie de faire et qu'on a plus plaisir le matin en se levant en se disant j'adore ce que je fais, je vais me lever, je vais passer une bonne journée. Bah, c'est qu'il ne faut pas prendre d'antidépresseurs. Il faut écouter son corps et il faut dire que si on n'est pas heureux, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc réfléchir et se dire qu'est-ce que je peux faire demain pour l'améliorer. Finalement, en fait, peut-être que la notion de succès et d'échec, en fait, elle est surtout définie par les personnes qui te regardent, quoi. Puisque c'est eux qui... Si, par exemple, pour moi, mais ça veut dire que tu laisses le définir pour toi. Moi, je dis que c'est toi qui le définis. Tout est en nous. On a nos propres ressources et c'est toi qui crée ton bonheur. Oui, mais c'est le problème de l'environnement dans lequel tu vas évoluer. Tu sais, tout le monde dit, il faut que tu sois la moyenne des 5-6 personnes qui sont autour de toi. Tu sais, en gros, tu es l'average, tu vois, et ça, je pense que c'est vrai. Donc, en gros, toutes les personnes qui te tirent vers le bas ou qui ont, faut zapper. Il faut zapper. Et du coup, les personnes qui te jugent aussi sur les mauvaises choses, c'est-à-dire qu'ils vont. On zappe. Voilà. J'ai eu le cas il y a pas longtemps. Et il faut nettoyer ton environnement, tu vois. Les gens qui viennent qui apportent quelque chose de négatif en fait et qui te freinent ou qui te tirent un peu vers le bas, je pense qu'en effet je pense que beaucoup de gens qui ne font pas les choses, c'est parce qu'elles écoutent trop les conseils. Et c'est très bien, hein, ton papa, ta maman, ta soeur, tes amis vont te conseiller, mais ils vont pas te conseiller par rapport à ton caractère, ils vont te conseiller en fonction de leurs propres limites, de leurs propres peurs qu'ils vont projeter sur toi. Et donc du coup, ils vont dire mais non, mais ne va pas aller en Chine parce que pour eux la Chine ils détestent. Ils vont dire mais non, mais c'est pas possible. Donc ça c'est aussi quelque chose que j'ai constaté en fait en demandant conseil aux gens, ils vont te limiter. Ouais. Ils vont te dire c'est pas possible, tu peux pas. Ils vont toujours te limiter. Par rapport à leur propre peur peut-être. Oui, et puis en fait, moi je pars du principe qu'il y a toujours une exception à toutes les règles. Mais ça se trouve, tu seras l'exception à cette règle-là. Et donc fais-le. Si tu sens, t'as envie de le faire, fais-le. Ouais. Et si ça marche pas, et tant pis, tu fais autre chose. C'est pas grave. C'est quoi le truc? Pourquoi? Non, t'as raison. Et encore une fois, tu disais, oui, t'as dit un truc là, tu disais, c'est les autres qui vont définir ton succès ou je sais pas quoi. Non, c'est toi qui les laisses le définir pour toi. Ouais. Donc c'est toi qui décides est-ce que le stress tu le prends ou pas. Et j'ai eu le cas il y a pas longtemps où j'étais en train de dealer avec des filles sur un truc et ça prenait proportion, mais j'étais en train de me dire mais attends Emma, qu'est-ce que tu fais là? C'est bien là, ce que tu... Et je me suis dit allez, ça me stressait. Et j'ai dit non, écoute, je vais choisir mon stress, ce stress là j'en veux pas, je ferme. Et tu peux pas satisfaire tout le monde, donc tu choisis. Là ça marche pas. Et c'est pareil en fait dans tout. C'est quand tu es en face de gens qui partagent pas tes valeurs, ton mode de vie, ton style, quoi. Tu vas lutter, tu vas expliquer, tu perds du temps à les convaincre. Et en fait, quand tu as des gens en face de toi qui ont le même état d'esprit, ça prend tout de suite. Et ça se voit tout de suite, ouais. C'est ça. C'est quelque chose que tu arrives à suivre, ouais. Justement, comment suivre. Ouais, à te dire bon, voilà, là je vois que cette relation ou cette situation, elle est toxique par rapport à
mon état d'esprit. Donc très rapidement, tu vas dire attends, je vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, j'ai switché mon mode de fonctionnement. Avant, j'étais très cartésienne, comme je t'ai dit, école de commerce, le truc scientifique, le corporate job. On t'apprend à effacer tes émotions et à que raisonner. Et en fait, non, il y a un livre qui est très bien par rapport à ça s'appelle Blink, et il dit en fait que il faut écouter son corps, écouter son feeling, parce que notre corps, notre cerveau, il est super bien fait. Et en fait, il y a aussi d'autres études marketing qui disaient aussi que quand on réfléchit trop à un achat, on ne fait pas un bon achat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre cerveau, il est fait il y a 3 parties. Hein. Et en fait, tu as la partie inconsciente, elle va gérer 2000 à 3000 infos, mais de façon inconsciente justement. Et ça, c'est le vrai truc. Alors que toi, avec ton cerveau qui va te prendre plus de temps, qui va réfléchir, machin et tout, tu vas prendre beaucoup moins de décisions, peut-être une petite dizaine, et elles ne sont pas forcément bonnes. Et dans le livre Blink, il explique que la première sensation, le feeling que tu as, c'est le bon. Après, tout le baratin qu'on va t'envoyer dans la tête, quand tu rencontres quelqu'un, il va te faire des sourires, machin et tout, c'est pas bon. Il faut que tu fasses attention à tes feelings. Et aujourd'hui, moi je marche au feeling. Et je m'en fous de me dire ah mais si celle-là elle est pas contente ou machin et tout, je peux pas. Parce que j'ai mon business model qui comme il est, je suis toute seule. Je vais avoir des t'es obligé de faire des choix. Oui, mais au début tu sais pas, parce qu'au début moi je me disais oh là là mais c'est pas possible, il faut que j'arrive. J'ai une pression de malade pour être parfaite et répondre à toutes les demandes. J'avais des demandes de folie parce qu'à Shanghai tu as beaucoup de gens différents, des attentes différentes, de tous les niveaux. Donc je me dis mais qu'est-ce que je fais ? Je peux pas répondre à tout le monde. Donc après tu te dis c'est bon, hop, le stress, ça je peux gérer comme stress, ça je peux pas, c'est pas mon level, c'est pas pour moi, je laisse tomber. Et tu fermes et puis pouf. Et tu vois, après tu parlais du livre de Malcolm Gladwell, Blink, et dans la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, c'est aussi ça, c'est qu'il y a un moment dans tes clients, dans ta clientèle, en fait, tu as des choses qui sont toxiques, des clients qui sont plus compliqués, et qu'en fait, il y a un moment, il faut aussi faire un choix, et ces clients-là, ils te prennent trop de temps, ou ils te prennent de l'énergie, ou ton stress, ou… C'est une question de ciblage, encore une fois. C'est pas une question de se dire on s'en débarrasse ou pas, c'est de reconnaître ses limites. Moi, je connais mes limites de mon système. Je ne peux pas satisfaire tout le monde, c'est malheureux, mais aujourd'hui, je ne peux pas. Donc, je leur explique. Après, elles comprennent, elles ne comprennent pas, mais je peux. Il y en a forcément qui ne vont pas être contentes parce que je vais mettre 24 heures pour répondre. Je ne peux pas répondre dans les 2 minutes. Le rendez-vous, il va être dans 1 ou 2 semaines, mais pour moi, j'ai encore une fois envie, la prétention, entre guillemets, d'éduquer et de leur dire, mais c'est votre visage, prenez le temps. Pourquoi vous la rendez… Et ça, de toute façon, c'est simple parce qu'en général, les personnes qui veulent du last minute, c'est des gens qui n'ont pas réfléchi leur achat, qui sont impulsifs. Et c'est juste de la curiosité. Et donc, du coup, moi, je n'ai pas la structure pour répondre à ce genre de demande. Moi, il faut que je fasse un écrémage en amont. Donc, forcément, ça prend du temps. Je prends du temps pour poser des questions parce que vous voulez, machin et tout. Mais c'est plus lent. Donc, les personnes qui n'aiment pas, parce qu'elles veulent aller vite, elles ne viennent pas me voir. Elles ne peuvent pas. Elles peuvent très bien aller voir quelqu'un d'autre. C'est très bien. Moi, je n'ai pas la prétention de répondre à tout le monde. Encore une fois. Je ne peux pas. Ah, mais c'est hyper intéressant. Il y a des grandes lignes directrices dans cette conversation. Tu vois, l'importance de s'écouter, l'importance d'être passionné, de faire ce que tu aimes, de chercher ce que tu aimes. Tu vois, ça c'est des points que je vais retirer de cette conversation. Parce qu'on avait eu avant, on avait eu des conversations qui étaient très business, on va dire. Et là, du coup, tu as parlé un peu plus de ce que tu penses et ce que tu es, ce que tu aimes, etc. Pour finir, demain, on a une femme qui arrive à Shanghai comme ça, qui débarque et est toute seule. Qu'est-ce que tu lui recommandes de faire ? Oh là là. Elle arrive là avec le vol d'Air France qui débarque à 5h50 ou à 6h30 là, le matin. Elle arrive à Pudong, à Shanghai, et qu'est-ce qu'elle fait ? Quel est le meilleur conseil que tu dis, bon ben voilà, si tu es prête, il faut que tu démarres c'est pas facile d'être entrepreneur. T'as des hauts, t'as des bas, t'as des hauts, t'as des bas, t'as des bas, t'as beaucoup de bas, t'as beaucoup de bas. Et si t'aimes pas ce que tu fais, tu tiens pas. Tu vas switcher et tu vas te décourager. Donc il faut. Et j'ai la chance en fait de voir plein de gens passionnés aussi, hein, qui font de la cuisine, des choses comme ça, et ça se ressent. C'est ce qu'ils font est tellement beau et ils sont tellement habités par ce qu'ils aiment que dans leur produit ne peut pas être mauvais entre guillemets. Le service ne peut pas être mauvais entre guillemets parce que ils vont être des gens qui vont partager cette passion. Bien sûr. Donc si tu es vraiment convaincu que ce que tu as envie de faire, ça te rend heureuse et que tu peux consacrer toute ta vie à ça, toutes tes journées, tes week-ends, tu es prête à sacrifier beaucoup de choses, et ben oui, vas-y, ne te mets pas de barrière
et tente, quoi. Et donne-toi les moyens. Mais par contre, toujours en ayant comment on appelle ça, une deadline. Tu dis que je me donne 6 mois, 1 an, okay. Tu le fais, tu vois comment ça. Mais c'est ce que tu avais fait quand tu es arrivé. Quand tu t'es lancé, tu t'es dit. Ouais, oui, je me suis dit. Moi, mon truc, c'était le truc du 1 an. Je me suis dit, si au bout d'1 an, j'ai pas monté ma boîte, j'ai pas mon work permit, je galère autant toujours, soit je cherche un boulot, je fais quelque chose. Si, c'est une question qui, bien sûr, je me pose. Parfois, quand ça va mal, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, je ferai un boulot ou pas? C'est intéressant le marché du travail en ce moment. Mais après, faut tu te reposes encore la question souvent? Non, parce que. Enfin, oui et non, mais pas. Je me ferme pas les portes. Moi, mes réponses, ce sera jamais oui ou non dans la vie parce que la vie, elle est tellement magnifique. Tu as toujours t'évolues, encore une fois. Peut-être que demain, entreprendre, ça ne satisfera plus mes attentes. J'aurais peut-être dans un autre délire. Et peut-être que j'irai travailler pour quelqu'un, proposer. Mais oui, je ferai toujours quelque chose qui me passionne, ça c'est clair et net. Un truc que j'aime, c'est primordial. Pour être bien dans sa vie, il faut faire un travail qu'on aime, quoi. Bon, parfait. Bon, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Emma, pour ton temps. Merci, Greg. Donc, on va mettre plein d'informations aussi dans l'article qui ira avec cet entretien. Comment est-ce qu'on envoie les gens, ceux qui veulent te contacter, qui veulent te suivre, voir ce que tu fais? Quel est le meilleur moyen de suivre ton activité sur les réseaux? Alors, donc c'est très simple. Donc, il y a une page Facebook, une page Instagram qui s'appelle Esthète Paris, donc ESTHETEPARIS. On les mettra aussi dans le et pour Facebook. D'accord. Et ensuite sur WeChat, donc c'est tout simplement mon nom, Emma Bouden, EMABOUOUDEN. Parfait. Super. Merci beaucoup, Emma. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt. C'est trop long. Voilà, j'espère que cet entretien vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, dites-le moi. Laissez-moi un message sur iTunes, sur SoundCloud. Envoyez-moi vos feedbacks et vos commentaires, vos idées aussi sur les points d'amélioration en direct. Vous trouverez facilement mes coordonnées un petit peu partout. Et puis, parlez-en autour de vous. C'est la seule manière pour moi de pouvoir atteindre des nouvelles personnes, d'aller trouver des nouveaux profils, que eux soient basés en Chine ou en Asie. En tout cas, ce sera le plus facile pour moi pour qu'ensuite ils puissent partager leurs expériences avec vous. La manière aussi de rester informé sur ce qui se passe sur Backstage, mais aussi dans l'entrepreneuriat en Chine, c'est finalement de nous suivre sur SoundCloud, où en fait je partage un autre type de contenu en mode beaucoup plus marché-parler, petit hommage à Navo pour ceux qui connaissent en France, et aussi sur les stories d'Instagram en suivant le compte Next Step Hub FR. On y partage beaucoup de choses liées à l'entrepreneuriat, en tout cas c'est en plein démarrage et c'est grâce à vous qu'on pourra aller encore plus loin. Je vous donne dans tous les cas rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel interview. Merci beaucoup.